Donc on va passer aux résultats de la simulation. Donc, quand on regarde les résultats, on a repris les mêmes ratios que ceux qui étaient au début. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que les ratios continuent à se dégrader. Et il y a une chose que vous ne voyez pas dans le graphique, mais que moi je peux vous expliquer, c'est qu'en 2015, 2016 et 2017, la commune va percevoir une dotation politique de la ville. Et cette dotation politique de la ville, elle sera perçue en fonctionnement, mais pour financer des investissements qui sont précis pour lesquels la ville a fait une demande. Donc cette dotation politique de la ville masque en fait un petit peu une dégradation qui pourrait intervenir plus tôt. Et donc la ville doit se saisir de cette opportunité, entre guillemets, ou pour prendre les mesures qui sont nécessaires maintenant, tant qu'elle peut le faire, car on sait que quand on prend des mesures, on est dans un temps plus ou moins long. C'est pas parce qu'on décide de quelque chose tout de suite que les mesures vont se faire immédiatement. Donc elle a une petite marge de manœuvre pour, si elle prend les bonnes décisions maintenant, des décisions qui sont politiques, pourront avoir un effet. Donc il y a vraiment un enjeu, il y a cette première partie du mandat, où pour des raisons qui sont contestables sur le fond, recevoir de l'argent sur son fonctionnement pour financer de l'investissement, si vous voulez, c'est pas très sain. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour la commune, parce qu'elle va avoir des marges de manœuvre artificielles, quelque part en fonctionnement. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'utiliser cette période pour prendre les décisions politiques sans doute difficiles, parce que quand on parle d'économie, on n'est pas sur l'abstrait. Quand on parle d'économie, ça veut dire qu'on est dans du changement. Et quand on est dans du changement, c'est du changement à la fois pour les élus, parce que dire qu'on a moins d'argent demain qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on va pouvoir moins faire plaisir, entre guillemets. Ça veut dire que, voilà, c'est compliqué pour des élus, notamment quand il y a un changement d'équipe municipale. On voudrait faire plus. Donc là, c'est plutôt faire moins. Deuxièmement, c'est un changement aussi pour les services, parce que ça veut dire que les services de la ville vont être obligés de faire des efforts, donc de voir, quand je parlais de productivité tout à l'heure, ça veut dire changer, donc d'avoir des contraintes plus fortes dans son travail quotidien. Mais j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes là ce soir, c'est aussi un changement pour les usagers, les habitants. Ça veut dire accepter d'avoir un niveau de service qui peut diminuer. Parce qu'on ne peut pas offrir le même niveau de service en dépensant moins, de manière significative. En partie, oui, en faisant des économies, etc. Alors, une partie de ces économies ont déjà été faites. Parce que la ville, sur la période passée, a déjà fait des économies. Il y en a d'autres à faire. Mais sauf que pour faire des économies à la hauteur des enjeux, pour que la ville soit indépendante, parce que le but, c'est pas de faire plaisir, c'est pas de dégager des bons ratios. Ça, j'ai envie de vous dire, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est d'être indépendant dans son fonctionnement. De ne pas dépendre trop fortement de l'État, ni du conseil départemental, ni de la région. C'est d'être autonome dans le financement de ses propres services. Et pas pour ça, il va falloir faire des économies sans doute importantes, et on ne peut pas le faire à service rendu équivalent. Ça, c'est un mirage. C'est un mirage. Parce que, naturellement, les dépenses augmentent. Il y a un petit peu d'inflation, il y a un petit peu d'évolution des charges salariales, etc. Donc ça veut dire que pour vous, usagers, sauf à ce que vous disiez « OK pour une augmentation des impôts », parce que c'est l'autre variable, c'est très simple d'augmenter les impôts, il suffit d'une délibération annuelle du conseil municipal. Or, voilà, si on considère politiquement qu'on ne veut pas augmenter les impôts, ça veut dire qu'il faut faire des économies. Or, les économies, on ne fait pas des économies facilement. Et vous qui demandez parfois plus de services pour moins cher, ça aussi, si vous voulez, ça serait de la publicité mensongère de vous dire que c'est possible. Voilà, il faut avoir le courage de dire les choses, et ça, nous, on le voit dans des municipalités, certains voilà, sont en train de se dire, voilà, on a des engagements politiques, certes, mais on a aussi un engagement fondamental, c'est de lire les finances de la ville. On doit être en mesure, en 2020, de présenter un bilan dont on soit fier, qu'on ne lègue pas des engagements non financés à l'éventuelle nouvelle équipe. Or, l'enjeu pour la ville, c'est de prendre aujourd'hui les décisions pour gérer le budget de 2018 ou 2019, compte tenu de l'inertie dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'on dit, non-remplacement des départs à la retraite. Oui, l'enjeu pour la ville, c'est de ne pas faire comme fait l'État. L'État, les départs à la retraite, ne les remplace pas, sauf qu'il ne les anticipe pas. Allez voir comment fonctionnent les services de l'État aujourd'hui, c'est souvent catastrophique. Parce qu'on n'a pas remplacé les départs à la retraite
sans diminuer les missions des services en question. Donc on demande aux services de faire pareil, la même chose avec moins de moyens. Regardez comment fonctionnent vos trésoreries notamment et les services en préfecture. Je ne voudrais pas être à leur place, si vous voulez. Donc l'enjeu, c'est de faire mieux que l'État en anticipant justement tous ces changements. Et parmi les changements, il y en a d'autres, c'est notamment la question du CIVOM. Parce que ça veut dire que ce CIVOM, si vous voulez, ne peut pas continuer à fonctionner dans les mêmes conditions, à la fois pour des questions juridiques et pour des questions d'optimisation financière et de qualité du service public, encore une fois. Voilà, donc en conclusion, j'ai envie de vous dire, toutes les collectivités vont avoir à faire face à ce qu'on vient de dire. Simplement à des degrés plus ou moins importants selon leur situation actuelle et le choc des dotations d'État, notamment. Alors, on a intégré effectivement la hausse de certaines dotations dans les simulations. Voilà, parce qu'effectivement, là aussi, on voulait être prudent, mais pas trop. On ne voulait pas minorer les résultats. Mais simplement qu'Évrechin affronte une situation particulière et en même temps a des leviers d'action importants. On vient de le dire par le biais du patrimoine, par le biais du CIVOM, par le biais effectivement d'une meilleure gestion des différents services. Simplement, encore une fois, c'est un processus de changement avec l'enjeu de prendre les décisions le plus tôt possible pour en avoir le retour le plus rapidement possible. Voilà. Donc on est à votre disposition, Audrey Dumont et moi-même, pour répondre à vos questions sur le champ technique, en laissant les réponses politiques effectivement à M. Lemaire. Merci pour votre attention. Alors, pour continuer un petit peu cette soirée, moi je vais juste, on va pas refaire l'audit financier de A à Z, la présentation qui vient d'être faite, juste apporter quelques commentaires et précisions sur des points précis, et puis après on laissera un petit peu la parole un temps raisonnable, et je ferai ensuite une présentation plus un petit peu stratégique, d'un point de vue politique, sur de quelle manière nous voyons un petit peu le développement de notre commune. Pour revenir sur l'audit financier, bon, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été présentées. Pour préciser les choses, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur nos recettes. Ça, c'est clair et net. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur nos recettes. On est dépendant des dotations, première chose. Et deuxième chose, les impôts sont déjà... Il y a trop peu de foyers fiscaux et ils sont déjà fortement impactés par des taux élevés. Ce qui fait que demain, si le choix était de dire, bon, finalement, on augmente nos impôts, premièrement, politiquement, nous étions engagés à ne pas le faire. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on continuerait à faire supporter un effort très important sur trop peu de personnes. Ça, c'est un des choix. Je suis d'accord. Voilà l'une de nos recettes. En termes de dépenses, où sont les marges de manœuvre? Les marges de manœuvre se trouvent finalement dans nos dépenses avec un certain nombre de contraintes, comme vous l'avez entendu, pour continuer à maintenir un taux d'investissement dans notre commune raisonnable et raisonné, si je pourrais dire. Les marges de manœuvre, elles sont dans notre train de vie quotidien. Dans notre train de vie quotidien de la commune, c'est-à-dire à la fois les dépenses de personnel, et des choses ont déjà été anticipées. Des choses ont été anticipées, effectivement, on a eu des départs depuis le début de mandat, en retraite, des mutations. Il y a eu d'autres événements un petit peu plus tragiques qui se sont produits notamment récemment. Mais le choix de la municipalité a été de dire on ne remplace pas. On redéploie dans nos services. Je donne un exemple simple. On a eu un départ au service comptabilité. On aurait pu dire on reprend quelqu'un, on relance une candidature, on remplace. L'idée de la ville a été de dire non. On a diminué le nombre d'effectifs du service communication, où il y avait 4 personnes, pour prendre une des secrétaires qui était à la communication pour venir à la comptabilité. C'est 35 à 40 000 euros, un poste en moins par an. Sans léser beaucoup plus que ça la communication, le service communication. Sauf qu'il a fallu faire d'autres choix. On fait peut-être un peu moins de com, on est peut-être un peu moins au service des associations ou des écoles à faire des photocopies, etc. Tout ça. Bon, ça nous fait faire des économies sur d'autres secteurs aussi. Mais voilà, il a fallu inculquer ce changement-là aussi à nos partenaires, les écoles, les associations, pour qu'on puisse comprendre. Mais on est face à des situations. C'est le cas sur les services techniques aussi. On a eu un décès tragique dernièrement. On aurait pu faire le choix de dire on reprend quelqu'un. Le choix était de dire non, on ne reprend personne pour le moment, puisque indirectement, reprendre des bras, c'est bien d'avoir du monde, mais il faut aussi les moyens d'acheter des matériaux, d'avoir des véhicules,
d'avoir plein de choses à faire pour que ces personnes-là ne soient pas dans les ateliers à se tourner les pouces. On parlait de productivité tout à l'heure. S'il y a 20 personnes aux ateliers municipaux, il faut autant de quantité de matériaux et d'activités à mener qu'il y a de bras. S'il y a 10 personnes, forcément les 10 personnes ne pourront pas faire le boulot de 20, et en faisant pas le boulot de 20, il ne faudra peut-être pas autant de fournitures. Donc tout se suit dans ce genre de choses. Donc sur les charges de personnel, on a déjà un effort et on va continuer. La plupart des agents sont titulaires, d'autres agents sont contractuels, il y aura des questions à se poser sur un certain nombre d'agents. Sauf que, comme le disait tout à l'heure Monsieur Grégoire, on ne va pas faire la bêtise qu'a fait l'État, notamment avec la réforme générale de la fonction publique, ou des politiques publiques à l'époque, en disant je ne remplace pas un fonctionnaire sur deux, c'est pas le but. Il y a peut-être des services où effectivement, c'est peut-être pas un fonctionnaire sur deux qu'il faut remplacer, c'est le service complètement peut-être à supprimer parce qu'il n'y a plus d'utilité aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres services où effectivement on ne peut pas dire on supprime un fonctionnaire sur deux. Des exemples simples ici, comment voulez-vous que je diminue de moitié un service ouvert au public qui est l'état civil où il y a des permanences d'accueil, etc. Alors à ce moment-là, je ferme la mairie, on ferme les horaires d'accueil au public de la mairie, c'est des choix. Il y a des services où effectivement on peut diminuer les voilures et le nombre de personnel, d'autres services qui sont finalement à un niveau maintenant minimal et incompressible. C'est pour ça que ne pas remplacer du personnel, oui, mais pas n'importe comment et dans n'importe quel secteur. Mais c'est pas non plus continuer avec des arrangements ou des petites infos, tiens, allez, tiens, je vais te prendre un mois au boulot, ou je vais te faire ci, je vais te faire là. Ça, on peut pas se le permettre. C'est-à-dire que demain, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de création de postes, de nouvelles créations de postes, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a une lacune dans cette commune sur deux sujets, sur la rédaction de marchés publics. Alors, il faudrait quelqu'un qui s'occupe des marchés publics, peut-être pas à plein temps, mais vraiment très spécialiste dessus. Alors vous allez me dire, c'est un coût supérieur, mais c'est un coût qui nous ferait faire des économies, et qui nous ferait rentrer dans la légalité, puisqu'aujourd'hui on n'est pas forcément toujours dans la légalité, on ne respecte pas forcément les seuils des marchés publics, si on cumule toutes les factures avec certains prestataires sur l'année. Et deuxièmement, rédiger des marchés, ça nous permet aussi de gérer et de pouvoir négocier des contrats avec des entreprises, peut-être sur plusieurs années. On sait que faire un contrat d'entretien d'espace vert sur 1 an ou sur 4 ans, quand on fait sur 4 ans, qu'on promet à quelqu'un via un marché qui va faire autant de mètres carrés pendant 4 ans, il réduit son prix significativement par rapport à une année. Donc, effectivement, ce sera peut-être un coût demain de créer un poste sur la rédaction de marché public, mais ce poste-là pourra ensuite amener un certain nombre d'économies via le fruit du travail qu'il va porter sur la ville. Un deuxième poste important, on le disait tout à l'heure, on en parlait, on le voit aujourd'hui qu'on a une grosse lacune là-dessus, et quand on parle de productivité des services, mais aussi à un moment une reconnaissance de la part des services qui vont avoir une pression plus importante en termes de travail, il nous manque clairement une direction des ressources humaines dans cette commune, à la fois pour gérer les carrières des agents, pour gérer leurs congés, leur travail, l'organisation des services en plus du DGS, mais aussi de temps en temps pour mettre des coups de pied aux fesses à ceux qui profitent un petit peu du système et qui se foutent un petit peu de nous, en ne donnant pas forcément le meilleur, non pas à l'équipe municipale, c'est pas ça. Moi, je demande aux employés de donner le meilleur pour les habitants. Et ça commence à être... Moi, ça commence à me titiller, mais quelque chose de bien. Et je pense que, très rapidement, et monsieur le DGS a eu une note de mission à ce sujet la semaine dernière, nous allons nous engager sur le recrutement d'un directeur ou d'une directrice des ressources humaines, ce qui nous permettra d'anticiper, de gérer le non-remplacement des fonctionnaires dans certains services, d'anticiper des futurs recrutements et d'avoir un suivi quotidien des effectifs, aussi bien dans leur avantage pour leur carrière professionnelle en termes de suivi, etc., mais aussi pour les personnes qui, forcément, ne donnent pas forcément le meilleur d'elles-mêmes et qui méritent, je le dis clairement, des sanctions, et des sanctions graves lorsqu'ils ne font pas leur travail. Je ne vois pas pourquoi dans le privé on le fait, dans le public on ne le ferait pas, surtout dans un contexte budgétaire tendu comme aujourd'hui. Ça, c'était une des remarques. L'autre marge de manœuvre, elle va se jouer aussi sur ce qu'on appelle CIVOM. Alors, pour faire un point actuellement, le CIVOM a comme compétence, alors c'est un peu un CIVOM à la carte aujourd'hui qui juridiquement correspond plus forcément à un cadre légal très précis pour 2015, entre guillemets, mais le CIVOM a comme compétence principale la gestion de la piscine et avait d'autres compétences qui ont été diminuées depuis quelques années et qui vont continuer. Mais le CIVOM s'est vu aussi un petit peu chargé par ce qu'on appelle l'ANRU. C'est-à-dire que sur le CIVOM, on lui a collé l'ANRU la réfection de quartier sur Pierre Rochin-Crépin, notamment autour du collège,
sans savoir que le CIVOM n'avait, enfin, sans se poser la question si le CIVOM avait les moyens financiers à un moment de porter ses projets, même si ces projets étaient abondés avec d'autres financements, des services de l'État, de la région, etc. Mais est-ce que la part à charge du CIVOM, le CIVOM a cette capacité de prendre en charge cette part importante? La réponse, effectivement, aujourd'hui, est plutôt non. Et le CIVOM est endetté, mais quand je dis endetté, quelque chose de bien. Sauf qu'aujourd'hui, la seule marge de manœuvre pour diminuer significativement le fonctionnement, nos participations au fonctionnement du CIVOM, serait de faire des investissements importants sur notre équipement qu'est la piscine. Je m'explique, l'équipement est en train d'être âgé, alors je mets de côté déjà tout ce qui est accessibilité, normes de sécurité, etc., qui grèvent déjà très lourdement le budget. Au-delà de ça, l'équipement est vieillissant, il est très énergivore. On ne parle pas des factures, je ne vous parle pas aujourd'hui des factures d'énergie, de chauffage, de lumière, etc. C'est piscine aussi, il faut s'en rendre compte. Et à côté de ça, cet équipement pourrait rationaliser ses dépenses de personnel via des investissements. Or, aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'investir, de faire les investissements nécessaires qui vont permettre de faire des diminutions de fonctionnement. Ces diminutions de fonctionnement viendront se répercuter sur les communes en disant voilà, vous avez à participer moins, ça coûte un petit peu moins cher de faire fonctionner. Alors il y a des villes qui font des choix drastiques, qui ne sont pas forcément les meilleurs. On pourrait faire un choix drastique, je l'ai vu à Vennes-sur-Helpe, ça a été raconté sur ESCO il y a quelques années. J'entends parler de la piscine de Maubeuge, la piscine Pasteur à Maubeuge. On pourrait dire demain, date programmée, 1er janvier 2017 ou 2016, on ferme la piscine. C'est pas le choix qu'ont les communes membres du CIVOM pour l'instant, par rapport aux services apportés aux enfants et au plus que donne cet équipement en termes de rayonnement pour la commune et le secteur actuel. Et c'est pas forcément un bon choix non plus, dans le sens de dire demain on ferme une piscine, mais il y a eu des investissements récents, plus de 300 000 à 400 000 euros pour une pompe à chaleur. Demain, pour rien vous cacher, on a un entretien d'embauche, des entretiens d'embauche pour recruter un nouveau directeur. Et je pense que si on serait si on prenait la voie de la fermeture de la piscine, on serait pas en train de recruter un nouveau directeur aussi. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Et fermer une piscine, ça nous permettrait des contraintes aussi. La perte de l'actif, un équipement qui fonctionne, sa valeur, un équipement qui est fermé, il perd largement en valeur vénale. Et la dernière chose, c'est que ça ne régulariserait pas forcément les problèmes, puisque le personnel est titulaire, et que demain, une fermeture du service obligerait les communes à réintégrer les personnels dans les communes respectives et à faire augmenter seulement les charges de personnel, ou à les mettre à disposition du centre de gestion, de la fonction publique, où le centre de gestion facturerait pour la première année 150% des salaires, enfin des traitements des fonctionnaires, la deuxième année 100%, la troisième année 50%. Donc je ne pense pas que ce soit une voie d'économie et que ce soit non plus quelque chose de qualité de fermer cet équipement sur la commune. Maintenant, il faudra poser les bonnes questions, aller chercher des sources de financement. Et là aussi, je suis aujourd'hui très sceptique. Très sceptique pourquoi? Nous avons eu comme principale source de financement, l'un des principaux financeurs qui pourrait nous aider sur l'investissement, serait Valenciennes Métropole. On pourrait aller chercher des investissements à la région, il y a des fonds fédères aussi, puisque la piscine est quand même en zone frontalière, on va chercher, il y a beaucoup de Belges qui interviennent ou quoi que ce soit, sauf qu'aujourd'hui les dossiers fédères sont montés par l'agglo, et on n'a pas l'ingénierie interne pour le faire, ni au CIVOM, ni à la commune de Kievrechin, et que, au niveau de Valenciennes Métropole, on a eu une réunion récemment sur la politique sportive, et que les orientations qui ont été données tout de suite, c'était de dire, effectivement, il y a 3 piscines, deux piscines qui fonctionnent encore sur le 35 communes de l'agglo, Kievrechin, Saint-Saul. Il y en a une qui a eu un incendie qui est fermée, c'est Valenciennes, et il y en a une qui est fermée depuis quelques années, qu'on est sur ESCO. Et on nous a dit clairement, comprenez qu'au vu du contexte, si on a de l'argent à mettre, on le mettra en priorité à Valenciennes et pas dans les autres communes. Alors c'est à nous aussi, à un moment, et je pense qu'il faudra mobiliser les habitants, pour que les habitants comprennent et fassent comprendre aux dirigeants de ces structures intercommunales, qui sont très souvent, excusez-moi de critique, mais déconnectées de la réalité pour certains, pas tous, qu'il n'y a pas plus pour Valenciennes, pour Condé, Anzin, Petite Forêt, Onnain, Caroul, que Kievrechin ou Crépin.
C'est la même chose. J'ai demandé un audit complet, moi en tant que maire, je suis intervenu en disant il faudrait peut-être faire un point sur le territoire, sur l'utilisation des piscines, quels sont les besoins, comment on fait fonctionner ces piscines-là, qui est le gestionnaire, est-ce que c'est l'agglo des syndicats intercommunaux, est-ce qu'on fait des délégations de services publics vers le privé, mais dire aujourd'hui, bah non c'est tout, le pognon qu'on a, le peu de pognon qu'on a, ça ne sera pas pour vous, je pense que c'est assez limite. J'en ai parlé en conseil municipal dernièrement, on m'a même proposé certaines choses, mais j'aimais bien l'ancien Sauveland de Lago qui disait solidaire pour gagner l'avenir. Alors, on n'est pas solidaire qu'à 2-3 communes, la solidarité c'est les 35 communes. Et comptez sur moi, et j'espère qu'il y a des élus ici qui sont conseillers communautaires avec moi pour aller faire entendre cette voix. C'est pas de la défiance ou de la critique envers la présidence ou envers l'exécutif de l'agglo, c'est juste qu'à un moment il faudra peut-être revoir la façon de faire de la politique et changer son fusil d'épaule. Ce sera un des moyens de nous sauver, de sauver cet équipement. Je le dis clairement aujourd'hui. Voilà. Avec un petit point technique, c'est que l'agglo ne pourra pas verser de subvention d'investissement à un syndicat intercommunal, c'est-à-dire au CIVA. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue technique, il faudra aussi se rôder à ce moment-là, si financement il y a, pour que le financement soit une subvention perçue par les communes, en fonctionnement, que cet argent-là, on ne le dépense pas n'importe comment, qu'il soit dans l'excédent brut, et que cet excédent brut soit une subvention de fonctionnement de la commune vers le CIVOM pour rentrer dans une régularité juridique et financière. C'est plus compliqué qu'on ne le pense. Donc voilà un petit peu pour la situation. Pour la piscine, des informations, le CIVOM a un budget global fonctionnement investissement d'1 720 000 €, et la piscine aujourd'hui a un coût de fonctionnement fonctionnement et la partie investissement, mais surtout la piscine, 1 023 000 €. Vous comprenez un petit peu ce que coûte l'équipement. On sait toujours que c'est déficitaire, une patinoire, une piscine, etc. C'est sûr, ça apporte un plus pour un territoire, mais ça a des coûts aussi. Maintenant, nous estimons que les coûts, il faut peut-être mieux les répartir. Et puis, ce sont des organismes intermédiaires qui pourraient donner un bon coup de main pour nous aider, ne serait-ce que sur la gestion, pas forcément sur le financement, mais sur des modes de gestion sur ces équipements-là. Voilà une des remarques. Rien de spécial. Après, la deuxième remarque que je voulais faire ici, les charges de personnel, on l'a abordé. Les dépendances, alors sur les dotations, effectivement, j'entendais tout à l'heure, on a un estimatif de baisse de dotation qui a été, et fort heureusement pour l'année 2015, compensé, la diminution de la dotation globale de fonctionnement a été compensée par une augmentation égale, équivalente, de la dotation de solidarité urbaine. C'est un bon choix. 2015, ça va. Est-ce qu'on continuera comme ça? Continuons-nous à avoir cette compensation en 2016-2017 et attendons même la réforme de la DGF pour 2017? Point d'interrogation. Moi, je pense qu'il vaut mieux être fourmi que cigale sur ce dossier-là et mettre un petit peu plus de côté et mieux voir plutôt un scénario un peu plus catastrophe qu'un scénario optimiste et se prendre une claque à la dernière minute. Donc voilà, j'ai pas forcément envie que notre commune se retrouve sous tutelle financière. Ça m'embêterait qu'il y ait un préfet qui vienne et qui dise voilà, que les élus soient des clowns, qu'on réunit autour d'une table et qui ont finalement plus de pouvoir, et que ce soit le préfet qui décide en disant ça on sucre, ça on ferme, ça on augmente les impôts, là l'école de musique ça coûte trop cher, on ferme, telle association elle avait 100 000 €, c'est terminé, elle a 20 000 €. Pas contente, c'est la même chose, c'est pas notre choix. Maintenant, comprenez que pour pas en arriver là, nous aussi, on devrait être très ferme à certains niveaux, quitte à en déplaire. Mais c'est pas de la démagogie ou par pur plaisir, c'est par nécessité. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Sur les impôts, même chose. Les impôts, vous comprenez clairement qu'on ne peut pas continuer à augmenter des impôts qui sont déjà élevés sur trop peu de personnes. L'objectif, c'est de se dire certainement comment ramener de la recette fiscale sur la commune. Ça a déjà été fait, et c'est l'intervention de M. Lefebvre demanda tout à l'heure, depuis quelques années. Match, Evano, mais c'est entre guillemets jamais assez. Comment poursuivre ce type de développement, à la fois économique, commercial, mais aussi en termes de foncier relevant de l'habitat? Comment y travailler pour que le gâteau soit un petit peu plus grand et que les parts soient un petit peu moins lourdes chez les uns les autres? C'est un autre enjeu. Même chose, c'est pas des choses qui du jour au lendemain tombent. Créer des lotissements, travailler sur la zone d'activité qui va devenir communautaire, et ça c'est la loi NOTRe, c'est des choses qui vont arriver dans les 2-3 ans, et les résultats arriveront peut-être dans les 5, 6, 7, 8 ans. Donc c'est de longue haleine aussi, mais les diminutions de recettes
Nos augmentations de recettes vont arriver à ce moment-là, mais les diminutions de dotation, c'est du jour au lendemain. C'est recta. Donc on n'aura pas le temps de compenser aussi rapidement nos augmentations de recettes fiscales ou nos économies de fonctionnement par rapport aux diminutions de dotation qu'on peut avoir déjà depuis cette année. Sur les politiques d'investissement, même chose. On a un taux d'endettement qui est correct, mais vous voyez qu'il y a des éléments à prendre en compte. Si on n'améliore pas notre gestion de fonctionnement, on ne pourra plus recourir à l'emprunt sans détériorer notre capacité de désendettement. Et quand on vient taper à la porte d'un banquier pour lui demander un emprunt, lui, il va regarder ces chiffres-là. Et vous comprenez bien que plus la commune est dans une situation financière compliquée, moins on va lui prêter d'argent ou on va lui prêter à des taux supérieurs. Il y a un adage qui simplement ne prête qu'aux riches. Ça s'appelle comme ça. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que demain, on aura toujours besoin de recourir à l'emprunt. Ce recours, il devra être raisonnable et raisonné dans son utilisation, mais il devrait être aussi accompagné d'indicateurs positifs en termes d'excédent brut de fonctionnement. Ça, c'est une chose importante. Sur le reste, pas besoin de faire je pense de commentaires un peu plus importants. On va peut-être passer sur une partie question, mais sachez que demain, il y aura des choix politiques importants à prendre, qui seront pris par vos élus directement en commune, et où vos élus devront peser sur leurs partenaires, au CIVOM, à la CAVM, sur notre shop, pour que les politiques mises en place soient les plus favorables à la fois aux communes membres, mais aussi à nos communes respectives, que ce soit Thiévreux-Crépin, dans le cadre du CIVOM. Une dernière chose aussi, ça nous obligera, et toutes les collectivités sont dans des situations compliquées, donc toutes les collectivités réduisent leur participation et leurs aides aux autres collectivités, mais ça nous obligera à continuer nos dossiers de subvention, à aller gratter. Si on gratte 5 000 € au département pour faire des ralentisseurs, c'est 5 000 € de prix. Si on gratte 10 000 € à droite à gauche, c'est autant de prix. Sachez une chose aussi, c'est que pour le moment, en termes d'investissement sur la commune, nous avons été raisonnables. Depuis 2 ans, premièrement, on a voulu prendre les rênes et pas se lancer dans un investissement faramineux, terminer tout ce qui existait en termes d'investissement, parce que d'un point de vue, au-delà d'un point de vue financier, il y a un point de vue technique qui est long, c'est des réceptions de chantier, c'est de la régularisation financière qui prend énormément de temps, et se lancer dans de nouveaux projets, ça ne nous permettrait peut-être pas forcément de suivre aussi bien et d'avoir suivi ce qui s'est terminé. Ça permet de faire respirer un petit peu les finances aussi pendant quelques années, et ça nous permet de nous positionner en voulant savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on pourra faire, et de quelle manière on le financera, et de quelle manière ces investissements nous permettront de faire des économies à l'avenir. Alors effectivement, comptez pas sur nous pour faire une salle de théâtre, comptez pas sur nous pour faire une salle de sport, comptez pas sur nous pour faire ce genre de choses, mais comptez sur nous pour aujourd'hui faire un point exhaustif. On se rend compte, les points de comptage gaz n'étaient pas faits depuis des années. On se rend compte qu'aujourd'hui, en ayant fait les points de comptage gaz, on a réclamé 78 000 € GRDF. Ou GDF, je ne sais plus, ou GDF Suez, NJ, ils changent toujours de nom. Ça change de nom comme ça change d'actionnaire. Mais aujourd'hui, rien qu'en faisant le point des comptages de gaz, on s'est rendu compte qu'il y avait des doublons, et qu'aujourd'hui, on doit se faire rembourser de l'argent. En faisant le point sur nos bâtiments, c'est que tel bâtiment, la chaudière est obsolète. Il faut refaire la toiture. Si on refait la toiture, est-ce qu'on n'isole pas un peu mieux pour que ça coûte moins cher en chauffage? C'est pas des choses qui claquent aux yeux, je veux dire, c'est pas des choses qui vont claquer aux yeux, mais c'est des choses qui vont nous permettre de nous en sortir et d'entretenir notre patrimoine. Voilà un petit peu les interventions que je voulais faire aujourd'hui. Je veux dire qu'on n'a pas entendu aujourd'hui, et on n'attendra pas demain non plus trop longtemps pour prendre des décisions, mais il y aura des décisions compliquées. Maintenant, il faut aussi que les habitants aient conscience de la situation. C'est pas la catastrophe, c'est pas le monde des bisounours non plus où tout va bien. Mais si demain on ne prend pas des décisions claires et qui peuvent être aujourd'hui encore acceptables, demain ce ne sera plus des décisions acceptables, ce sera des décisions dictées par les services de l'État parce qu'on sera sous tutelle, et ce ne sera pas des solutions très sympas pour les habitants, pour les contribuables de la commune et pour le personnel dans ses conditions de travail et dans les services. Voilà un petit peu l'intervention que je voulais faire ici. Elle n'est peut-être pas générale, je vous présenterai un diaporama très rapidement juste après sur d'autres choses. On va peut-être partir sur la partie plutôt échange avec le public, des questions. Alors les questions vraiment d'ordre technique, je les laisserai au cabinet ici présent, et puis peut-être d'autres questions, j'essaierai d'y répondre, et je vous ferai une présentation un peu d'un diaporama plutôt sur un axe de développement de la commune. Voilà, la parole est à vous. Qu'est-ce qui fait le... Voilà, allez. Je prends la question au Codina Mazar.
Je voulais savoir si dans les simulations, dans la prospective, vous avez tenu compte de l'augmentation régulière depuis 2012 de la richesse fiscale de la commune, qui est passée de 100 à 115, et où il y a encore des programmes de logement en cours, et il y a donc encore une possibilité de richesse supplémentaire. Est-ce que vous en avez tenu compte dans les ratios que vous avez mis en place? La réponse est oui. Bien, c'est tout. Merci. Tout simplement. Donc, ce que je voulais revenir ici, je vous laisse la parole. Le but de cet audit, moi, j'ai voulu faire les choses de manière, entre guillemets, intelligente et... Enfin, voilà. Il y a des villes, je le disais tout à l'heure, qui sont venues et qui sortent un audit pour descendre les anciens puis dire « nous, tout va bien ». Alors finalement, moi, avant de dire que ces communes-là disent « tout va bien », on verra la fin de leur mandat et là, on pourra juger. Hein, c'est ça. Mais le but ici, c'était de dire voilà la situation sans vouloir descendre, et je pense pas qu'on ait été là-dessus vraiment, très sévère, en disant voilà, il y a un état des finances qui fait que, pour diverses raisons, des raisons politiques, des raisons qui sont indépendantes de la ville, des baisses de dotation, des choses comme celle-là, des dépenses obligatoires vis-à-vis de normes ou quoi que ce soit. Et il y a aussi des perspectives, et comment, sur les perspectives qui arrivent, quelles décisions prendre pour le gérer au mieux. C'est surtout ce but-là. Le but, n'est pas de venir faire, entre guillemets, l'éloge d'une gestion depuis un an et descendre ce qui a été fait depuis des années. Effectivement, il y a des efforts qui ont été faits en termes de recettes fiscales. Vous comprenez bien que le développement d'une zone comme Match, elle rapporte des recettes dans les caisses de la commune. On est d'accord que quand on crée des lotissements comme les Vanneaux, ça a un coût pour la commune. Alors aujourd'hui, on n'a pas terminé je ne vais pas dire de le rentabiliser d'un point de vue budgétaire strict, mais que toutes ces constructions qui ont été faites depuis des années rapportent aujourd'hui de l'argent dans les caisses de la ville d'un point de vue fiscal. C'est clair. Aujourd'hui, on a encore un certain nombre de lotissements à développer, mais alors là, de manière stratégique. Je ne suis pas favorable pour le moment à une extension de lotissement comme les Vanneaux ou quoi que ce soit, alors qu'à côté de ça, on a les verreries, où le plus gros des voiries a été fait, donc les factures sont arrivées en mairie, et où il y a encore des terrains à vendre. Terminons de vendre ces terrains, terminons ce lotissement-là, bouclons le budget, ou regardons si on travaille et on le fait évoluer, avant de se lancer sur autre chose. Chaque chose a son temps. Soyons séquentiels sur ce genre de choses. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Il y a... Bonsoir, merci. Vous m'entendez, s'il vous plaît? En fait, la question que je voulais poser, c'est au cabinet Mazars. Donc, moi, je suis habitant de Quiévrogin depuis 82, contribuable de plein franc. Et vous avez donc dressé un peu le tableau de Quiévrogin en disant que, on est dans la moyenne de ce qui se fait et par rapport au contexte fluctuant des subventions, dotations, recettes fiscales. J'entends bien. Vous dites que la solution qui nous est, hormis une gestion économique de père de famille, une commune, ça j'entends bien également, c'est notre patrimoine. Alors notre patrimoine, déjà, j'aimerais avoir un peu plus de précision sur notre patrimoine, et par ailleurs, si j'imagine le patrimoine qu'on pourrait sous-entendre par rapport à la réaction que vient de dire monsieur le maire d'un projet de développement de notre commune pour faire rentrer les recettes, et dans le contexte national, est-ce que vous avez regardé cette gestion du patrimoine par rapport aux communes environnantes? Parce que les communes environnantes, je suppose qu'elles ont la même situation, ce que vous vous-même dites, et donc c'est soit on est en concurrence par rapport à un milieu qui pourrait ramener de l'argent industriel, commercial, ou alors est-ce que vous avez une attaque globale de bassin pour ramener de l'argent à la commune? Donc si on regarde par rapport au contexte de la piscine, où là c'est plus global, on pourrait éventuellement quitter, la gestion de notre patrimoine, comment vous l'envisagez pour que justement on ne se fasse pas la guerre au niveau du bassin de région. Et donc là je ne vois pas trop de solutions justement parce que tout le monde a des échéances électorales, veut faire le mieux, etc. Il faut savoir comment c'est. J'aimerais savoir votre avis au niveau de votre analyse du cabinet Mazars. Je donne 2 secondes, je leur donne la parole parce que je pense qu'ils vont vous dire que toutes les communes sont dans les mêmes situations et moi je reviendrai après, ça fait partie du schéma de développement que je vais aborder, mais je peux l'aborder sur le détail tout de suite.
pour savoir comment nous allons gérer cette situation patrimoniale, peut-être pour le cabinet Mazars. Alors, effectivement, cette question du patrimoine se pose dans toutes les communes, clairement. C'est pour ça qu'il y a un travail qui a été engagé par la ville d'inventaire exhaustif de son patrimoine, parce qu'il faut partir de là. Aujourd'hui, cet inventaire exhaustif n'existe pas complètement, avec en face, bien par bien, l'occupation du patrimoine, parce que vous pouvez avoir du patrimoine qui est très bien utilisé. Voilà, il semble qu'il y a des marges d'amélioration dans l'occupation du patrimoine. Donc c'est une fois que vous avez cette connaissance que vous pouvez décider quoi faire. Donc ça veut dire que ce travail est en cours, ce qui n'est pas le cas partout. Alors sur la piscine, ben là clairement vous êtes sur un équipement qui est financé par des communes et utilisé et qui concrètement pourrait être financé sur un territoire plus large. Donc là il y a une question de solidarité dans le financement d'un équipement. Là, vous n'êtes pas sur la bonne échelle. Effectivement, le choix de Valenciennes Métropole a été de ne pas transférer des communes vers la communauté ces équipements importants qui en plus sont très peu nombreux. Donc là, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Alors effectivement, s'il n'y a pas de transfert, il devrait y avoir financement. Parce que quelque part, là, entre ceux qui payent et ceux qui bénéficient, il y a quand même un écart. Et ça, c'est pas satisfaisant, parce que dans le contexte, c'est de nature à mettre en difficulté les communes qui financent, alors même que les bénéficiaires viennent d'autres communes. Donc c'est là où il y a un décalage, si vous voulez, qui à un moment donné devrait être affronté par la communauté d'agglomération. À mon avis, là, il y a un vrai enjeu politique, parce que là, on n'est pas dans la technique, on est dans la politique, au meilleur sens du terme. Donc là, l'enjeu, il est là, et vous avez, comme ça, des problématiques, et sur les économies d'énergie, encore une fois, il faut appuyer... Voilà. Bon, vous voyez, on va sonner. Ah, mais ça va sonner pendant ça. On parlait de la piscine de Valenciennes, bon voilà, c'est un signe du ciel, je ne sais pas. On va essayer de le couper, je ne sais pas s'il y a encore des agents techniques qui sont là. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu appuyer sur une... Alors désolé de ce petit désagrément. J'espère qu'il n'y a pas d'incendie quand même, parce qu'il y a des têtes de détection dans la toiture. Bon, on verrait de la fumée, je pense, quelque part. Non, ça va aller. Non, c'est parce que comme il y a un faux plafond, il y a des têtes de détection automatique dans la toiture, c'est pas des déclencheurs manuels. Donc voilà, ah, c'est très bien, très bien. Bon, qu'on reprenne juste les choses, je vais voir si on peut couper ou pas, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, je crois qu'on ne pourra pas couper avant un petit moment. Alors, désolé de ce désagrément, on va essayer de continuer très rapidement. Sur la gestion patrimoniale de la commune, effectivement, avant d'entamer une gestion, il faut d'abord recenser ce qui appartient à la commune, ce qui n'y appartient pas. Il y a des bâtiments, on croit que ça appartient à la commune, mais ça n'appartient pas. Il y a d'autres bâtiments qui sont à la commune, mais au vu des occupants et de leur façon de faire, bientôt, monsieur le maire peut même plus mettre un pied dedans parce que c'est à eux, c'est un acquis, c'est comme ça, et voilà. Et ça risque, moi, ça me fripe un petit peu et ça risque pas de continuer de cette manière-là. L'important, c'est de savoir quel est notre patrimoine, de quelle manière est-il occupé, dans quel état est-il, et quels sont les investissements au vu de son état qu'on va devoir faire d'un point de vue obligatoire, les ADAP, l'accessibilité, les normes de sécurité, les alarmes incendies, des ci, des là qui sont obligatoires, et à côté de ça, les autres investissements plutôt de confort. À partir de là, posons-nous la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de faire des investissements au vu de l'occupation et du taux de salubrité ou quoi que ce soit, sur le bâtiment, ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas se dire, c'est tout, ce bâtiment-là coûte trop cher en fonctionnement par rapport à son utilisation, et puis on regarde comment on peut trouver, pour les services ou les occupants, qui soient associatifs ou quoi que ce soit, une solution de rechange. Là-dessus, on a déjà repéré un certain nombre de bâtiments qui sont plus ou moins vétustes, et des bâtiments qui sont occupés par des services, et des services qui pourraient être ramenés en mairie. Un exemple simple, le service communication. Via quelques petits travaux d'aménagement et nettoyage à l'étage de la mairie, les 3 agents de la communication peuvent facilement revenir dans les services de l'hôtel de
de ville. C'est un bâtiment en moins assuré, c'est un bâtiment en moins chauffé, et c'est un bâtiment de moins, soit on peut revendre, ou soit vu son état, qui peut être rasé. Donc voilà, ça c'est des questions. D'autres services qui se concernent aussi. Et ensuite, il y a l'occupation par les associations. Alors effectivement, il y a eu une époque dans toutes les communes où effectivement chaque association est presque son local et où ça tournait assez facilement parce qu'on avait le moyen. Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Il va falloir mutualiser des utilisations de locaux, il va falloir être moins gourmand en termes d'espace. Et puis voilà, on est une commune de 6 000 habitants, on ne peut pas accueillir et on ne peut pas avoir un train de vie sur ce domaine-là, et sur bien notre domaine, une commune de 10 000, de 15 000, de 20 000. Donc voilà un petit peu un des exemples là-dessus. Après, ça passe aussi par notre État. On a engagé l'année prochaine une étude avec un thermicien sur est-ce que nos bâtiments sont énergivores, pas énergivores, quel est l'état des chaudières, quel est l'état des toitures, comment on fait, est-ce que ces bâtiments-là, effectivement à l'avenir dans notre politique patrimoniale, on y fait des travaux, à quelle hauteur, pour quelle utilisation. Voilà un petit peu le travail qui est fait sur la politique patrimoniale. Maintenant, disons que la politique patrimoniale, elle dépend aussi de beaucoup de choses. On parlait des normes de sécurité, on parle aussi un peu des fois des exigences d'organismes extérieurs. Je vous donne des exemples simples pour les complexes sportifs. Les fédérations sportives, à un moment, il va falloir arrêter. Quand la fédération de basket, tous les 2 ans, change ses modèles de ligne de marquage au sol, les mairies ne vont pas tous les ans faire des revêtements de sol. Quand le club de foot, une année, dit il faut mettre des buts comme ça, l'année d'après on change, la 3e année on revient en arrière, et les anciens buts, on les a vendus ou on s'en est débarrassé. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est un